très heureux de vous retrouver dans les cadres de ces rendez-vous, messieurs et dames. C'est bel et bien Analyse 24 sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24, qui dit Analyse 24, retrouver inévitablement mon internet complice, Ali Mali. Comment tu vas, mon frère? En tout cas, tu fais passer. Comment ça évolue avec Covid-19? En tout cas, il n'y a pas de nouveauté, c'est les statu quo, mais la note est positive. Mais quand il n'y a pas de nouveauté, ça crée la routine et les gens ont tendance à négliger, croyant que l'épidémie a été éradiquée. Or, tel n'est pas encore. C'est ça les dangers aussi. Voilà, le danger est permanent, mais nous sommes censés rappeler aux gens le respect strict des gestes barrières. Toujours les rappels de règles qui sauvent, des gestes qui sauvent. Appelé gestes barrières. Moi aussi, c'est faire vacciner. Les vaccins. Ça aussi, ça évolue. Le chef de l'État a déjà donné l'exemple. Et couvre-feu, toujours à 23h, c'est toujours pour nous sauver. Ouais, on ne va pas oublier notre invité. Il s'appelle Chris Mukendi Kabemba. Il est cadre de l'AFDCA. Chris Mukendi Kabemba, merci d'être là. Le plaisir est le En tout cas, c'est pas pour la première fois. Nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois. Le plaisir, il est partagé. Je voudrais, en ce qui concerne le vaccin, oui. vous rappelez aussi que le président du Sénat a aussi emboîté les pas au chef de l'État. Ah, oui, il s'est fait aussi vacciner. Le professeur Modeste Bati. Voilà, lui aussi il s'est fait vacciner. On attend le président de l'Assemblée. Hein? Voilà, espérons qu'il emboîte aussi les pas, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. J'ai vu un membre du gouvernement se faire vacciner aussi, Jean-Lucien Boussa. Je l'ai vu se faire vacciner et je pense que tout le monde s'engage dans cette dynamique de vaccin maintenant. Donc, il y a eu beaucoup d'intox et d'infox au sujet des vaccins. Je crois que le fait de procéder comme ça rassure les Congolais. Oui, ça rassure, surtout que ce sont tous obligés de... Surtout que ce sont des leaders des institutions. Ouais, ça rassure. Opinion sur rue. Voilà, donc, mais vous savez qu'il y a eu aussi une communication agressive autour du vaccin. Ouais. On a vu des gens créer une certaine paranoïa. On a vu des gens dire qu'après le vaccin, on a vu des gens coller les téléphones à leur Oui. Une sorte d'aimant, on ne sait pas si ça venait d'où. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'il y a certaines personnes, ça n'a pas marché. Hein. Voilà. Il s'appelle Chris Mukendi Kabemba, cadre de AFDCA. Alimali, direction Assemblée nationale. Naturellement. L'hémicycle de Lingwala. C'était très attendu. On devait réécouter ou écouter la réplique du ministre du Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Mais bien avant, la veille, il y avait le député de l'opposition, estampillé FCC, qui avait déjà déposé une motion de défiance contre le Premier ministre. À un moment, il y a eu un moment de flottement. Comme toujours, on a failli en venir aux mains. Et après, un incident malheureux, vite passé, on a rejeté cette motion. Le ministre s'est expliqué devant la représentation nationale. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'auteur de la question orale a envoyé la question au niveau d'une commission. Bien sûr. Or, Chris Kabemba, on dit le meilleur moyen, la meilleure façon de tuer un dossier, c'est de l'envoyer dans une commission parlementaire. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas. Mais je voudrais d'abord revenir à la procédure, parce qu'on a constaté que, après que la procédure en rapport avec la question orale ait été entamée, on a vu, comme vous l'avez souligné aussi, les députés du FCC. J'aime pas beaucoup les appeler de l'opposition, j'aime bien les appeler du FCC. Voilà. Il faut appeler les chats par son nom. Voilà, donc, tout comme l'Union sacrée, c'est la voilà, les députés du FCC ont pris l'initiative d'initier une motion de défiance alors qu'il y avait une procédure déjà à l'Assemblée nationale qui était en cours. Cette procédure, c'était la question orale avec débat. Donc je me pose la question, jusqu'à là je n'ai pas encore trouvé des réponses, que ce soit dans la Constitution de la République ou dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, où il y a une procédure qui est déjà amorcée par une question orale et le ministre doit revenir pour répondre. Mais d'un autre côté, des députés prennent l'initiative d'enclencher une procédure d'une motion de défiance. Donc, je crois que les deux procédures ne marchent pas ensemble.
Et je me suis dit, ils sont allés vite en besogne. Non, mais donc parce il qu'il était... y a eu des reports sans explication valable. Non, mais il faut... tenir compte de ça aussi. Non, justement, il faut... C'était considéré comme des manœuvres dilatoires Non, mais tendant à protéger les ministres. Il faut questionner le règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que le ministre peut demander une prolongation de plénière. Il peut solliciter s'il est indisponible. Dans la mesure où il n'a pas violé les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il pouvait revenir les jours où il sera disponible pour répondre à la question. Mais dans l'entretemps, les députés du FCC avaient pris aussi l'initiative contraire, alors qu'il y avait une procédure qui était déjà enclenchée. Donc, je me dis, il faut que les amis qui maîtrisent bien ces rouages nous disent, est-ce que les deux procédures peuvent être menées concomitamment pour pouvoir, pour la même question, hein, pour la même question orale directement, qui n'est pas épuisée, la procédure n'est pas épuisée, mais il y a une motion de défiance contre les ministres. Donc je crois qu'il y a incohérence. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que ça fait partie aussi des procédures législatives. Hein, mais le problème, c'est que lorsque les députés peuvent être menés concurrentiellement, c'est vrai, mais qui prime sur l'autre? Il faut interroger les règlements. Non, mais je crois que la motion de défiance vient c'est greffer à la question initiale qui a été posée, alors que... Mais justement, vous n'avez pas encore écouté la réponse, parce que les ministres devaient revenir pour répondre. Des questions ont été posées, des préoccupations ont été soulevées par les députés. Il était question que le ministre revienne pour répondre. Vous savez s'il allait dire que nous supprimons cette taxe. Mais vous prenez une procédure contraire à celle qui a été... C'est du populisme? Non, populisme, vous l'avez dit. Je crois que c'était une mesure pour essayer de soigner l'image du FCC, pour montrer que le FCC était du côté du peuple. Vous savez que moi, personnellement, je ne suis pas pour les rames, je ne suis pas d'accord. Ouais. Je suis pour sa suppression. Hein? Mais il y a eu aussi une récupération politique de nos amis du FCC qui ont voulu montrer à la population qu'ils étaient avec eux. Est-ce que c'est de la récupération politique ou c'est la réalité? Non, j'ai dit, mais est-ce que les deux procédures peuvent être menées ensemble? Vous avez une question orale qui a été initiée par un député, dont l'issue est la recommandation qui devrait venir de l'auteur de la motion lui-même. L'auteur de la motion n'a pas encore décidé si sa motion ou si sa question orale doit aboutir à une motion de défiance, mais vous vous précipitez pour prendre cette initiative-là. C'est une initiative qui circuite en réalité la procédure normale de la question orale. Justement. Oui. Donc, moi, je considère que c'était une initiative populiste, démagogique, pour que le FCC essaie de se racheter auprès de la population après l'avoir paupérisé pendant 18 ans. Mais John Antonio Swadi, l'invité, il a un cadre de l'AFDCA, membre actif de l'Union Sacrée pour la Nation. Les décisions où la décision est prise, une commission mise en place, comme l'a dit John, n'est-ce pas là une façon d'enterrer? Parce que le passage du ministre a déjà fait un bruit. Lundi, les ministres, les premiers ministres, les présidents de l'Assemblée nationale, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les numéro 1 de l'ARPTC et les élus de l'Union sacrée se sont retrouvés nuitamment pour nous apprendre ou nous dire aujourd'hui que la question est envoyée à une commission d'enquête pour retracer ces fonds-là. Et en attendant que le gouvernement se prononce. Encore une manœuvre dilatoire. Une manœuvre de plus pour continuer... Pendant ces temps, la taxe entre guillemets, parce que finalement... Continue à être perçue. Est-ce que cette démarche-là, vous la jugez aussi faunée, rationnelle? Moi, je suis légaliste. Dans la mesure où, parce que les réunions politiques se tiennent, vous ne pouvez pas interdire à une plateforme politique de se réunir pour parler des questions qui devraient être abordées. Je ne dis pas qu'ils se sont rencontrés nuitamment, comme vous l'avez dit, parce que ça a une connotation péjorative lorsque vous dites nuitamment. Hein. Je considère que c'est une réunion des politiques. En fait, c'était une messe noire. C'était une réunion politique qui a commencé à 20h
et qui a fini à 23 h. Donc je crois que compte tenu des agendas des uns des autres, ils ne pouvaient tenir que la réunion à cette heure-là. Et ça n'a pas été fait en cachette. Moi, je considère, dès lors que la procédure législative, les procédures parlementaires n'ont pas été violées, je considère qu'il est de droit des députés nationaux ou de l'auteur de la question, lorsqu'il a considéré qu'il n'a pas été satisfait des réponses du ministre, de pouvoir soit initier une autre démarche qui peut être une interpellation, ça peut être une motion de défiance, mais aussi, comme il a dit, il y a un travail profond qui devrait être fait parce que les députés ne sont pas convaincus que le RAM n'a rapporté que 25 millions de dollars. Oui. Donc, au niveau de la commission devra faire un travail fouillé pour savoir le volume que le RAM a pu rapporter comme... Ça servi à quoi? Voilà. Et ça servi à quoi? Je crois que c'est le travail de la commission. Je ne considère pas que c'est un cimetière des dossiers politiques, non, parce que c'est un dossier qui touche directement... Ça fait partie des us et coutumes parlementaires. Tout dépend, parce que là, ça touche directement à la population. Et je pense que le président de la République, tout comme les gouvernements, sont conscients de la réaction de la population vis-à-vis de cette... On n'a pas suspendu, c'est rare. C'est ça les drames. Voilà, donc moi je voudrais que nous puissions aller un peu loin dans cette démarche. Parce que le ministre qui a été invité n'est pas compétent pour supprimer. Il n'est pas compétent. Dans le cadre en vertu du parallélisme des formes et des compétences, le RAM a été décidé au cours d'un conseil des ministres. C'est une décision du conseil des ministres. Qui veut dire décision du conseil des ministres, ça veut dire que seul le Premier ministre de notre gouvernement peut prendre une mesure contraire pour pouvoir supprimer. Donc ça ne revient pas au ministre Kibasa de pouvoir prendre cette initiative-là, mais je pense qu'il a eu à informer officiellement aux membres du gouvernement les préoccupations des députés nationaux en rapport avec les RAM et que la proposition qui a été faite était bel et bien celle de pouvoir supprimer parce que les Congolais n'en veulent pas. J'ai dit ici, le président de la République a là l'occasion aussi, à travers la réaction qu'il a connue avec l'imposition du RAM, de pouvoir imprimer sa vision qui est les peuples d'abord. Lorsqu'on dit les peuples d'abord, ça veut dire qu'on doit tenir compte des aspirations profondes de la population. Ce que veut le peuple, c'est ce que doit faire le gouvernement. Lorsque le peuple ne veut pas de cette imposition, parce que ce n'est pas une taxe, hein, et je pense qu'il est... Voilà, j'entends que ce sont des rémunérations de services de l'ARPTC. Donc, je crois que le président de la République et le Premier ministre devraient se saisir de ces dossiers pour pouvoir même le suspendre d'abord, prendre des mesures conservatoires, les suspendre, attendre ce que l'Assemblée nationale pourra décider à travers... Si par malheur, les RAM n'est pas suspendu, vous ne trouvez pas que ça apporte un peu des moulins, ça apporte un peu de l'eau au moulin des opposants, de Félix Tshisekedi, notamment Martin Fayulu, Lamouka et compagnie. Mais et que 2023 approche, ils peuvent brandir cela pour les clouer davantage, ils auront au moins un discours. Moi, je crois que le plus gros opposant du RAM, c'est la population. Mais oui. Ce n'est même pas Fayulu, ce n'est pas Mouzitou. Justement, ce sont des armes que le pouvoir est en train de donner à cette opposition pour pouvoir l'abattre demain. Donc moi, je considère que pour le bien de tous, hein, et le président, il prône le peuple d'abord. Moi, je considère qu'il est important, si le temps que l'Assemblée nationale puisse nous déposer son rapport, il est important qu'au niveau du Conseil des ministres, qu'on décide de la suppression ou de la suspension temporaire de ces
je ne sais même pas comment le dire. Que vous refusez d'appeler taxe. Je ne voudrais pas l'appeler taxe. Donc, mais cette imposition, moi je considère que c'est une imposition en tout cas. Une dernière question pour, cette contribution. Pour tourner la page. Oui. Nous parlons RAM, nous parlons de sa suppression, nous parlons de l'interpellation de son ministre, mais nous ne parlons pas du revenu de cette taxe. Des sommes colossales sont attendues, 80 millions de dollars. Plus de 80 millions. Mais quand vous suivez de près dans le budget en cours d'examen, Nulle part on voit cette rubrique. Nulle part on voit la part considérable qu'a apporté la RAM, Oui, dans la RAM comme taxe, RAM, comme tout ce que vous refusez d'appeler, dans le bien-être des Congolais. Est-ce que, n'est-ce pas là, une gestion peu orthodoxe de la part de l'Union sacrée, qu'on se le dise? Je crois que tout dépend de la manière dont le RAM est payé. C'est fait, non pas que le Congolais vienne verser de l'argent, c'est fait en retirant les unités. Donc, qui retire les unités, ça veut dire les entreprises de télécommunications. Oui. Donc, il est de façon autoritaire. Voilà, il est pratiquement difficile parce que nous connaissons nos services d'assiette. Pour les taxes et les impôts, nous connaissons les services d'assiette. Mais déjà, nous disons que ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt. Donc, les services d'assiette ne peuvent pas accéder pour pouvoir capter les recettes mobilisées en vue de leur identification dans le budget. Mais je considère aussi que la commission qui a été mise en place pourra nous apporter de la lumière. Donc, n'allons pas vite en besogne. Hein, on saura à quoi a servi les fonds qui sont sortis de cette imposition. L'FCC ne décolère pas. Il annonce que d'ici là, il passe à la vitesse supérieure, introduit, déposer une motion de défiance contre le gouvernement. Cette fois-ci, c'est le gouvernement qui tombe. Parce qu'on charge le gouvernement. Une motion de censure. Non, on charge le gouvernement. Une motion de censure parce que c'est maintenant le gouvernement qui est visé. Mais je crois qu'il est de leur droit constitutionnel de pouvoir prendre de telles initiatives. Motion de défiance, ce sont des députés. Censure. Mais faudrait-il encore qu'ils aient une majorité pour que la démarche arrive à son terme. Donc, on ne peut pas empêcher un député qui prend des initiatives qui cadrent avec la Constitution, qui cadrent avec les règlements intérieurs de sa Chambre. Chris Kabemba Mukendi, après l'échec des confessions religieuses à Limani, le dossier CENI, en dépit de 72 heures supplémentaires ultimes qu'elle avait accordé le président de l'Assemblée nationale, Niet, échec et mat, comme si cela ne suffisait pas, c'est la Cour constitutionnelle qui est en tendance, en donnant quasiment un chèque à blanc à l'Assemblée nationale d'entériner c'est que les 6 confessions religieuses auraient déjà déposé décision, tout ça. Mais Chris Mukendi Kabemba, n'est-ce pas là une autre façon de procéder par les forcing? Je ne pense pas. Vous savez, l'accord constitutionnel intervient toujours pour arbitrer lorsque des dispositions... Il peut intervenir en aval. Non, mais je crois que c'est en aval. Pourquoi elle anticipe? Je crois que c'est en aval parce qu'en amont, les confessions religieuses... Qui l'a consulté? Les confessions religieuses, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une correspondance qui n'est pas encore à notre disposition, parce qu'il faut qu'il soit saisi aussi, voilà. La Cour doit être saisie. Peut-être qu'un des membres des confessions religieuses avait aussi saisi l'accord constitutionnel. Mais les blocages, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui crée les blocages. Les blocages viennent des confessions religieuses qui ont clairement dit à l'opinion qu'ils avaient échoué. Devrions-nous, parce que nous avons des dates à respecter en rapport avec l'organisation des élections, devrions-nous continuer à attendre des confessions religieuses qui ont fait un aveu d'échec en rapport avec la mission que l'Assemblée nationale leur avait accordée? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Est-ce que nous sommes pour que les élections se tiennent en 2023 en respectant les calendriers qui est assorti dans la Constitution, qui veut que chaque 5 ans nous puissions avoir des élections? Donc, moi, je considère que la Cour constitutionnelle, puisque
c'était l'Assemblée nationale qui avait confié la mission aux confessions religieuses. C'est l'Assemblée nationale qui entérine le président de la CENI. Puisqu'il y a un rapport qui a été déposé par les 6 confessions religieuses qui représentent la majorité au sein des confessions religieuses, il est tout à fait normal, à un certain moment, lorsqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle. Moi, je pense. Je ne pense pas que la Cour ait intervenu en faveur de qui que ce soit. Je crois que c'est le droit qui a été dit et l'Assemblée nationale devra, puisque la Constitution lui donne le pouvoir d'entériner les candidats qui a été choisi, de pouvoir faire son travail. Entériner un dossier, une signature des 6 qui représente la majorité, alors que la charte autorise ou ne reconnaît qu'un document dûment signé par les présidents et les vice-présidents. Les présidents. Mais là, aucun membre de ces 2 personnes qualifiées ne signe. C'est un peu le cas Malonda. C'est un peu ça. C'est quoi la différence entre les cas Malonda qui a bloqué et Kadima? C'est quoi la différence? La différence, c'est d'abord au niveau de la désignation qui a été faite avec... c'est vous qui parlez des Kadima, moi je ne sais pas qui a été désigné. Non, c'est un secret de polichinelle. Voilà. Moi je sais que le nom n'est pas encore révélé. C'est l'Assemblée nationale n'a encore rien dit. C'est vous qui ne le savez pas. Voilà, moi je ne sais pas. C'est Denis Kadima. Voilà. On va se demander où vit Kabemba. Je voudrais revenir au contexte, parce qu'Ali Malé parlait du même contexte. Moi j'ai dit que ce n'est pas les mêmes contextes. Ce n'est pas les mêmes contextes. Bonnet blanc, bonnet. Voilà. Vous allez vous rappeler que lorsque Malonda a été désigné, il n'y avait pas de loi de réforme pour la CENI. Donc en ce moment-là, on avait placé la charrue devant le bœuf. Puisque tout le monde était unanime, toute la classe politique, voulait qu'il y ait d'abord réforme de la loi soit votée pour que les candidats qui sera désigné obéissent aux critères de la loi. Mais on nous avait présenté un candidat alors que la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI n'était pas encore votée. C'était déjà ça, l'erreur. Et je pense aussi qu'il n'y avait pas eu de commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale pour traiter de cette question en rapport avec la désignation. Donc, ce n'est pas les mêmes contextes. Mais en ce qui concerne... Parce qu'à l'époque, la loi ne les prévoyait pas. Voilà, donc en ce qui concerne... La loi ne prévoyait non, mais pas. On ne pouvait pas désigner d'abord le président de la CENI avant la réforme de la loi qui portait fonctionnement et organisation de la CENI. Je vais poser autrement ma question. Voilà, non, je connais votre question et j'en reviens. En ce qui concerne votre question, j'ai suivi les défilés à la télévision de toutes les confessions religieuses. J'ai suivi Cholet, j'ai suivi Dodo Kamba, j'ai suivi M. Nzinga, tout ça, qui ont fait des révélations troublantes. En tout cas, des parts et d'autres. Des parts et d'autres. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que depuis que le processus électoral a commencé en 2006 jusqu'en 2018, nos amis de la SENCO et de l'ECC n'ont jamais approuvé les candidats de la CENI. Qui qu'ils soient. Qui qu'ils soient. C'est ce que je retiens. Voilà. À vous maintenant de tirer les conséquences de leur attitude. Pour qui roule-t-il finalement? Je ne voudrais pas répondre ici, parce que je ne connais pas qui sont derrière eux. Mais je note seulement que depuis que le processus a commencé, ils n'ont jamais marqué leur accord pour le choix d'un président de la CENI. C'est ce que je retiens. Est-ce que vous leur donnez raison ou pas quand on sait que chaque cycle électoral est suivi des incidents malheureux, morts d'hommes, réclamations, tout ce que nous vivons? N'est-ce pas là une façon de reconnaître qu'ils ont toujours raison? Parce qu'ils refusent de se mêler, de donner leur aval, leur signature dans un processus qui pose problème déjà en amont pour ne pas subir ou être responsable en aval. Et c'est ce que nous risquons de voir en 2023. Non, moi je vois... C'est peut-être ça aussi. Non, moi je vois les choses autrement. Je pense simplement qu'il faut déposséder les confessions religieuses de cette responsabilité. Parce que c'est une responsabilité d'abord politique.
Les élections, on peut dire que les confessions religieuses sont neutres, tout ça, mais ils nous ont montré que même les confessions religieuses ne sont pas neutres. Et les politiques, j'ai eu à le dire, je crois, ici sur votre plateau, que les politiques n'avaient pas confiance à la société civile et que la société civile non plus n'avait pas confiance aux politiques. Et que si nous continuons comme ça, on ne peut pas atteindre les contraintes qui sont constitutionnelles en rapport avec l'organisation des élections. Donc, à un certain moment, il nous faut aller au-delà. Moi, je suis pour qu'une réforme soit faite dans le sens, désormais, de déposséder les confessions religieuses. Il faut virer les confessions. Justement, de cette responsabilité. Parce que, après avoir pris connaissance de toutes ces révélations, je me dis, mais pourquoi on doit encore continuer à faire confiance aux confessions religieuses? Ils sont hommes des dieux. Voilà, donc, en réalité, ce sont des politiques, mais qui portent des soutanes. Hein? Ils sont politiques, chacun prêche pour, non pas pour sa chapelle, mais pour une organisation politique, finalement. Donc, moi, je considère qu'il était question que nous puissions avancer. On ne peut pas permettre à ce qu'un groupe d'individus puisse bloquer de perspectives qui nous sont imposées à travers notre constitution. Ce groupe d'individus-là, c'est lequel? Mais le groupe d'individus... des 6 ou le groupe des 2? Les groupes d'individus, ça peut être le groupe des 6, ça peut être le groupe des 2, ça peut être aussi... ça peut être l'opposition, ça peut être aussi l'Union sacrée. Hein? Je n'ai pas désigné nommément ces groupes-là, mais j'ai dit seulement que nous ne pouvons pas permettre que les destins de tout un peuple soient pris en otage par un groupe d'individus. Mais Chris Mukendi Kabemba, à cette allure, vous ne trouvez pas que nous allons nous engager dans une sorte de bras de fer qui ne fera pas avancer le pays? Et vous verrez qu'on finira par organiser un dialogue. Qui dit dialogue en RDC, c'est toujours prolongation, transition, partage du pouvoir. Vous ne trouvez pas que les schémas est déjà tout tracé pour qu'on aboutisse à un dialogue? À cette allure en tout cas, tel que le décor est déjà planté. Ce schéma n'est pas celui de l'Union sacrée, en tout cas. Non, mais ça ne dépend pas de justement, je suis en train, je suis en train d'en venir. Qu'il sera bénéficiaire. Je suis en train d'en venir. Ils sont ensemble. Voilà, donc de un, cette démarche n'est pas une démarche de l'Union sacrée. L'Union sacrée est résolument engagée pour organiser les élections dans les délais. Et l'Union sacrée n'est pas pour les dialogues. Lorsque vous avez une Assemblée nationale qui a une majorité, la sportivité politique voudrait que, au nom de la démocratie, lorsqu'une loi est votée, la minorité s'incline devant la majorité. C'est ça la notion la plus élémentaire dans une démocratie. On ne peut pas permettre à ce qu'une loi qui a été votée soit remise en cause par une minorité qui siège au sein des mêmes institutions, mais qui présente des propositions de réformes dans la rue, des propositions de réformes dans des hôtels à Gombe, alors que leurs députés siègent à l'Assemblée nationale. Certains ne siègent même pas, mais bénéficient des avantages des députés. Ils bénéficient des avantages. Je prends notamment les cas de Mouzitou qui ne participe à aucune plénière à l'Assemblée nationale depuis janvier 2019, mais qui chaque mois continue à percevoir l'argent du contribuable congolais. Je pense que vous devriez en faire des sujets des émissions, vous les journalistes. Comment est-ce que vous pouvez accepter que les Congolais contribuent? C'est une question qu'il faudra poser non, mais justement, mais il est temps. Moi, je crois que dans une démocratie normale, puisqu'ils ont une constitution aussi, un règlement intérieur, qui dit que si un député national ne participe pas à un nombre aussi fixé des séances plénières dans leur règlement intérieur, que ces députés puissent être invalidés. Je crois qu'il faut aller... la question, Mbosso. Voilà. Non, je suis... Mais justement... à sa sortie de... Mais je l'ai dit, je m'adresse au sénateur Bemba. Je m'adresse au président... son enveloppe. Hein. Je m'adresse... Ça ne se passe qu'en RDC. Non, Bemba n'était pas encore condamné. Il était dans un procès. Son jugement n'était pas encore définitif. Bon, vous pouvez toujours trouver des justifications. Non, mais... Mouzitou, il a trouvé sa grosse enveloppe. Mouzitou n'est pas injustifiable. Il n'est pas justiciable, j'allais dire. Il est à Kinshasa. Il est tout le temps dans des meetings. Il est tout le temps dans des marches. Voilà, dans les marches. Il n'a pas un problème de santé physique, Mouzitou.
On pouvait comprendre que non, il a un problème de santé, on peut tolérer qu'il s'absente des plénières. Mais ce sont ces individus-là qui perçoivent l'argent des Congolais, mais qui veulent tout de même embraser les pays. Je crois que, justement, parce que c'est la démarche. La démarche aujourd'hui, c'est quoi? La démarche, c'est obtenir les dialogues par la force. C'est ça la vérité. Ah bon? Ils veulent obtenir... Donc les schémas, c'est les dialogues. Les schémas, c'est les schémas de nos amis de la Mouka. Ce n'est même pas les schémas. Vous allez vous rappeler encore. Et ce schéma est inévitable, non? Non, non, je ne pense pas. Ah bon? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils auront ces... Parce que d'ici là, vous aurez l'Église catholique, l'Église protestante, plus la Mouka, l'opposition, les FCC. Attendez-vous à des moments de turbulation. Et qui ne sait pas, qui ne dit pas peut-être qu'ils seront rejoints par certains membres de l'Union sacrée d'aujourd'hui. Avec la population dossier RAM. La vérité, c'est quoi? C'est que les gens veulent créer une crise artificielle. Il n'existe pas de crise. Il n'existe aucune crise. Mais on veut créer une crise parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore restées en 2018 alors que nous sommes en 2021. Il y a des politiciens dont les calendriers de leur maison n'ont jamais été changés depuis 2018. Ah bon? Ils sont restés. Ils vivent dans les passés. Ils vivent dans les passés. Martin Fayoulou, par exemple, il vit dans les passés. Je ne pense même pas qu'il ait un calendrier de 2019. Non, il a changé d'édition. Donc, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à aller aux élections, qui créent des crises artificielles. Vous allez encore vous rappeler de la proposition de sortie des crises de Martin Fayoulou qui, en réalité, au Conseil de la République, qui en réalité est une demande d'embauche au pouvoir. C'est une demande d'emploi. Il demande à ce qu'on lui donne une institution pour qu'il gère. Il veut être autonome, avoir un budget à gérer, des finances, une autonomie financière, un personnel à gérer, les gardes du corps, les gardes du corps, les charrois automobiles, les avantages du pouvoir, et pour lui permettre d'avoir suffisamment de moyens pour aller en 2023 comme candidat. Parce que les contextes, je l'ai dit encore ici sur votre plateau, que le contexte n'est plus le même. Comme en 2018, il a été soutenu par Bemba, il a été soutenu par Mouzitou, mais en 2023, il n'a aucun soutien. Il n'a aucun soutien. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer la crise. Il faut... Artificiellement, il faut entrer dans les circuits du pouvoir. Mais parce que vous savez que tel est le jeu, il faut l'éviter. Mais justement, c'est ce qui est évité. Mais vous jouez à ces jeux, non, parce que le décor est déjà planté pour ces dialogues. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura de dialogue. Ah bon? Si les gens... nous irons des forcing au forcing. Mais il n'y a pas de forcing. Le forcing, c'est à quel niveau? Les institutions jouent pleinement leur rôle. Les bras de fer en bras de fer. Il revient à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur un conflit entre, s'il est saisi, pour dire, et là c'est la Cour constitutionnelle qui a donné l'autorisation à l'Assemblée nationale d'entériner. C'est la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas empêcher à une institution de la République de jouer son rôle. Tout comme on ne peut pas empêcher à l'Assemblée nationale d'entériner les documents qui ont été déposés. C'est malheureux, mais autant que nous entrons dans un moment de turbulence, autant que les résultats seront aussi turbulents. Il reviendra à chaque... Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Non mais c'est quoi la même cause? C'est pas la même cause. Non mais on a connu ça avec Joseph Kabila. Joseph Kabila recourait toujours à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, Alima Lekou, vous complétez. Je crois que tous ceux qui disaient, prophétisaient, on les a traités de tous les mots. L'enjeu c'était quoi? C'était de contrôler la Cour constitutionnelle. En plaçant quelqu'un d'une certaine contrée de la République démocratique du Congo. Et au niveau aussi de la CENI, quelqu'un aussi d'une certaine contrée de la République démocratique du Congo. Et le tour est joué, c'est-à-dire garantir la victoire de Félix Tshisekedi en 2023. Le tour est joué, vous êtes en phase de gagner ces paris. Mais la vérité, c'est quoi aujourd'hui? La vérité, c'est que... Les masques sont tombés. La vérité, même aujourd'hui, c'est que même si vous prenez Prince Epenge, vous le mettez président de la CENI, il va proclamer Félix Tshisekedi comme le vainqueur. Il sera envoûté. Même si vous tel prenez... que je connais Prince Epenge, il va parler d'envoûtement. Même si vous prenez Alain Bolodjoa, vous les placez là, à la tête de la CENI, il proclamera Félix, parce que Félix, il y a son bilan qui parle pour lui. Voilà. Bilan Ram. Non mais Ram, c'est ça son bilan. Ram, non mais parlez pas seulement des Ram, il a eu à faire beaucoup de choses. De voyages aussi, qui ont rapporté. 30 blindés par exemple. Qui ont rapporté. Des voyages qui ont rapporté. Il vit quasiment entre des avions.
Non, mais c'est pour l'intérêt du Congo. D'un avion à l'autre. C'est pour l'intérêt du Congo. Je pense qu'à chaque fois que le président de la République prend l'avion, il met sa vie en danger. Et on ne devrait pas être à banaliser les voyages du président de la République parce qu'il peut connaître aussi... Mais qui lui demande de faire ces voyages? Non, mais c'est les Congos. Plus dans le budget. Et c'est budgétivore. Mais ça coûtait combien? Il a rapporté combien? Quand il va au-delà de l'enveloppe réservée à son institution. Non, n'allez pas dans les discours de diabolisation qui sont fomentés dans les laboratoires. Non, nous parlons des faits. Non, mais justement, nous parlons des faits. Ce que le président de la République a rapporté au Congo ne peut pas être comparé aux frais d'émission qui sont reconnus par les règlements financiers de la République. Bien sûr, mais lorsque les chefs de l'État voyagent... Il faut respecter l'enveloppe. Non, mais qui a dit qu'il n'est respecté par l'enveloppe? Il est allé plus. Est-ce que la Cour des comptes nous a fait son rapport pour dire que... c'est une institution intouchable. Même l'IGF... La Cour des comptes est inexistante. Même l'IGF... Voilà. n'a pas de droit. Il faut que ces gens... L'IGF ne peut pas bouffer son créateur. Ces genres de discours ne devraient même pas être abordés dans les plateaux de télévision pour dire que le président voyage beaucoup. Parce qu'il prend des risques. Et ces risques-là, il les prend pour la République démocratique du Congo. Les avions, c'est dangereux. Surtout l'avion, c'est comme... c'est un moyen de déplacement les moins sûrs. C'est une mort, c'est pas provisoire lorsque vous prenez l'avion. Donc, ne considérez pas qu'il est en train de jouer avec la République. Ce sont les intérêts du Congo, les problèmes du Congo qui imposent au président de pouvoir trouver des solutions pour les Congolais. Qu'est-ce que Moukendi Kabemba, parce que vous avez parlé de Félix Tshisekedi, il aurait un bilan. Dans son bilan, il faudrait aussi noter qu'il aurait décrété un état de siège à Limane, à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement en Ituri, en Nord Kivu. À Limane, je crois que c'est pour la 10e fois maintenant qu'on prolonge, et plus de bientôt 6 mois. Oui. Mais en tout cas, les échos qui nous parviennent de cette partie de la République, Chris Moukendi Kabemba, ne sont pas du tout rassurants. Hein. Avant l'état de siège, égal à... Non, même pas égal, c'est pire que... avant l'état de siège, est pire. Voilà. Après l'état de siège, est pire qu'avant l'état de siège. Le FARDC est plus en contre-attaque qu'en attaque. Lui a tant subi... Et je vais vous lire quelques faits que j'ai relevés en ce qui concerne l'état de siège. Je vais vous les lire tout à l'heure. Mais lorsque vous parlez, vous dites que c'est 10 fois, progression de 10 fois. Oui. 10 fois, ça veut dire que ça fait 150 jours. N'est-ce pas? Parce que la validité de l'état de siège, c'est 15 jours renouvelables. Donc, si vous dites que ça a été prorogé 10 fois, ça veut dire 150 jours. 150 jours divisé par 30, ça veut dire 5 mois. Oui, bientôt 6 mois. 5 mois. Pour une guerre que le Congo a connue pendant 20 ans, nous sommes soumis au massacre de nos populations pendant 20 ans. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter que l'état de siège dure pendant 5 mois. Où est la cohérence dans ce que nous voulons dans ces pays? Vous pensez que des gens qui ont travaillé pendant 20 ans à massacrer la population, en 5 mois, nous sommes capables d'éradiquer ces phénomènes? Les indices du changement. Voilà. C'est ce qu'on attendait dans 5 mois. Mais les indices du changement, je vais vous les citer. Il y a eu bouclage dernièrement au quartier qui est Choro à Goma. Les services de sécurité de la RDC ont saisi 4 armes AK-47 et 5 chargeurs bien garnis, plusieurs armes blanches, des boissons fortement alcoolisées, un camion rempli de bâches militaires. 286 personnes ont été interpellées, dont 6 Rwandais, 6 militaires et policiers. Ça, c'est un fait. Un autre fait. 152. Attendez. Les faits qui vous impressionnent? Non, attendez. Je vous montre comment l'état des sièges. C'est banal. Non, je vous montre. Non, il ne faut pas minimiser ce qui se passe. Vous n'êtes pas en Ituri, vous êtes ici à Kinshasa confortablement. Vous roulez avec votre marque X ici à Kinshasa. John, vous n'avez même pas de Kuluna ici, parce que même les phénomènes Kuluna, le président de la République l'a éradiqué à Kinshasa. Donc, laissez-moi parler, s'il vous plaît. 152 ADF ont été tués et plusieurs localités libérées. Au-delà des collaborateurs arrêtés, il y a des chiffres qui parlent. Les FARDC totalisent aujourd'hui 162 collaborateurs ADF arrêtés. 2 véhicules et 4 motos ont été saisis. Source Radio Okapi.
Chris Kabemba, s'il vous plaît, j'en viens, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez vu les images dans vos téléphones d'une maman congolaise. Non, elle est ougandaise. Elle est ougandaise, voilà. Qui pendant 23 ans... Au moins un exploit. Hein? Qui pendant 23 ans a nourri les ADF, les a approvisionnés pendant 23 ans. Et notre armée a mis la main sur cette femme. Vous allez me dire que l'état des sièges, c'est un échec. Non, soyons sérieux. Nous parlons de la vie de nos compatriotes. J'ai entendu Martin Fayoulou, pendant son discours, dire que l'état des sièges est une farce pour piller les minéraux du Congo. Il a les preuves pour soutenir ça. Non, mais je crois que c'est un discours. On a créé cet État pour faciliter l'évacuation des matières premières. Je crois que Martin Fayoulou, pour un candidat aspirant président de la République, devrait commencer par féliciter nos FARDC, qui prennent des risques, qui ont laissé, inhumain. Mais justement, ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de consentir. Mais nous sommes aussi... Ça prend une autre direction. Non, mais ça prend la direction, mais c'est justement ça aussi le travail qui est en train d'être fait. Les hauts cadres de l'armée qui détournent l'argent des militaires ont été aussi interpellés. Certains sont aux arrêts. Donc, un candidat aspirant président de la République qui décourage les FARDC qui ont laissé leurs femmes, enfants ici, ils sont allés donner leur sang pour les Congos. Non, je crois que il y a des discours qu'il ne faut pas tenir. Il faut parfois s'abstenir. Mais on a vu, est-ce qu'il a fait une déclaration pour saluer la bravoure de nos FARDC quand les FARDC ont arrêté cette femme? Tout ce que je viens de citer comme exploit des FARDC. Martin Fayoulou, à quel moment il a applaudi nos FARDC? Non, peut-être que je crois qu'à un certain moment... Lui attend le résultat final. Les résultats, c'est ça. La maîtrise. Nous tous. L'état des sièges ne va pas non plus s'éterniser. Non, mais il n'y a pas aussi une disposition de la Constitution qui dit que l'état des sièges doit se terminer maintenant. Pour une guerre qui a duré pendant 20 ans. Je crois qu'à un certain moment, il faut nous départir de nos appartenances politiques pour être simplement Congolais. Simplement Congolais, reconnaître la place que méritent nos FARDC, reconnaître le travail qui est fait. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Félix Tshisekedi qu'on va diaboliser tous les efforts qui sont faits. Lorsque à Tchang aujourd'hui, on vend un sac de maïs à 18 000 francs congolais, ce n'est pas la femme de Félix Tshisekedi qui va acheter pour manger avec ses enfants à la maison. Ce sont les Congolais qui en bénéficient. Lorsque les billets d'avion des vols domestiques sont sensiblement réduits, ça permet aux Congolais aujourd'hui d'aller à Mbandaka avec 90 $. Tu quittes Kinshasa, tu vas à Mbandaka avec 90 $. Tu quittes Kinshasa, tu vas à Lubumbashi avec 195 $. Ça ne profite pas à Félix Tshisekedi. Ça profite aux Congolais. Lorsque le passeport, je vous reviens, s'il vous plaît. Je suis en train de citer quelques cas. Je vous reviens à Limale. À Limale, je reviens. Tout en vous privant de vos 30 kilos de bagages. Mais c'est faux, mon cher Ali, c'est faux. Ça, c'est un discours qui a été créé dans des laboratoires pour... Moi, mais on a voyagé. Tu as voyagé, tu es allé où? Tu as laissé tes bagages? Tu as payé tes bagages? Kinshasa, Goma. Oui. Les bagages aujourd'hui ne sont pas pris en compte dans l'achat du billet. C'est faux, mon cher Ali Malé. Il faut payer. C'est faux. C'est faux et archi faux. On peut sortir avec vous émission tenante pour aller vérifier cela. C'est faux, Sherman. C'est faux. J'ai un ami à moi qui vient de se marier à Goma. Il nous a envoyé son billet. Il n'a payé aucun dollar pour ses bagages. Venez de faire. C'est compris. Goma. Non, un collègue à moi qui est allé se marier à Goma. Okay. Donc, c'est faux. C'est un discours qui est produit dans des laboratoires. Des gens qui veulent montrer à l'opinion que Félix Tshisekedi échoue son mandat alors qu'il est en train de les réussir. Chris Moukendi Kabemba, en tout cas, lorsque vous défendez les bilans de Fachi, vous devenez... intarissable et même offensif là. Non mais je l'ai remarqué. Mais les faits sont vérifiables, cher John. Les faits sont vérifiables. Nous allons atterrir en douceur, en bonne humeur. Je vous donne la parole pour conclure. C'est le moment le plus difficile de conclure une émission. Oui. Lorsqu'on n'avait pas préparé un mot. Mais je dis seulement que nous sommes Congolais et que tous les efforts qui sont fournis par les gouvernements, c'est pour l'intérêt des Congolais. Félix Tshisekedi n'est pas éternel au pouvoir.
il pourra faire un mandat, il peut faire 2 mandats, il partira. Mais tous les efforts qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est pour les Congolais. Et nous ne pouvons pas permettre à ce qu'il y ait un groupe de gens qui puissent saper les efforts qui sont menés, surtout en ce qui concerne la recherche de la paix à l'est de la République, à travers l'état d'essai qui a été décrété par le chef de l'État. Pour une guerre qui a duré pendant 20 ans, vous ne pouvez pas ramener la paix en 2 mois, 3 mois. Je suis même pour que les dispositions en rapport avec l'état des sièges soient revues dans la Constitution pour qu'on donne un temps maximum de manière à permettre à ce que chaque 15 jours, on ne revienne pas à l'Assemblée nationale pour obtenir. Ça devient lassant. Et ces mêmes députés peuvent demain devenir les ennemis du peuple en refusant de confier au gouvernement. Ils peuvent faire du chantage, ils peuvent devenir des ennemis et on n'aura pas obtenu gain de cause en rapport avec l'objectif pour lequel l'état de siège a été décrété. Par rapport au dossier de la CENI? Par rapport au dossier de la CENI. Allons seulement. Non, mais l'Assemblée nationale, ce que les gens doivent retenir, c'est que l'Assemblée nationale est dans ses compétences, il doit entériner, il fait son travail. En rapport avec le RAM, je suis pour sa suppression, parce que le président de la République est pour le peuple d'abord, et le peuple d'abord veut dire sinon ça sera, écouter les peuples. Ça sera une épine dans ses pieds jusqu'à 2023. Je suis pour la suppression d'abord, et d'autres mesures d'accompagnement, c'est à l'Assemblée nationale de les déterminer. S'il faut qu'on rembourse à chaque Congolais ce qui a été pris comme méga, ben, il reviendra à l'Assemblée nationale de décider. Ça sera difficile. Il semble que les lapades sont achetées par... on dit quoi? En tout cas, on termine, bien que nous sommes tous restés dans notre soif, mais la satisfaction est d'avoir... Lorsque vous avez affaire à un tribun, un intarissable à la hauteur de Christ. Nous ne faisons que dire la vérité. Oui. Voilà. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous. Et quand on se sépare avec nos téléspectateurs, c'est un choc. Mais dans l'espoir de le revoir la semaine prochaine. Je rappelle que c'était Chris Mukende Kabemba, cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, et allié. Allié, c'est-à-dire qu'il y a tant d'autres partis. Allié, ça veut dire que c'est aujourd'hui un regroupement politique. À l'instar du parti de Prince Willy Michiki, Limana, qui font partie de ces alliés. Effectivement. Encore une fois, c'était un plaisir et un honneur de vous recevoir dans Analyse 24. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre. Retrouvez ces magazines en rediffusion ce jeudi à partir de 11h. Quant à Alima et moi, les rendez-vous est pris les mercredis prochains à la même heure, même chaîne. Au revoir.